La féminisation de la pauvreté est un problème croissant au Japon, et les pertes d'emplois déclenchées par la pandémie poussent de plus en plus de femmes au bord du gouffre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet mal renseigné, les japonaises SDF. Et c'est ici qu'entre en jeu le travail de la sociologue Maruyama Satomi qui a passé plus de 20 ans à analyser le visage souvent caché de la marginalisation économique au Japon, en commençant par son enquête de terrain initiale sur les femmes sans abri. Cette vidéo se base donc sur ses recherches. Bien qu'il y ait toujours eu des sans-abri au Japon, ce n'est que dans les années 1990, après l'effondrement de la bulle des prix des actifs des années 1980, que leur nombre a été suffisant pour attirer une large attention. Au début, la hausse du sans-abrisme était apparente seulement dans des quartiers comme Kamagasaki à Osaka, Sani à Tokyo et Kotobukicho à Yokohama, où un grand nombre de journaliers logeaient dans des appartements bon marché et se rassemblaient sur les sites d'embauche informels. Alors que les emplois se faisaient de plus en plus rares, de plus en plus ne pouvaient pas payer pour leur appartement et finissaient par dormir à la belle étoile. Puis la récession s'est approfondie et le phénomène s'est étendu à d'autres quartiers urbains. En 1999, on estimait à environ 30 000 le nombre de personnes vivant sans abri au Japon, le plus grand nombre étant concentré à Tokyo et Osaka. C'était l'année où Maruyama était étudiante universitaire et elle s'est portée volontaire dans un centre de repas à Kamagasaki par curiosité. Sa première rencontre en bonne et due forme avec le sans-abrisme. En tant qu'étudiante de 3e année, Maruyama a décidé de rédiger sa thèse de fin d'études sur le bénévolat, et cet été-là, elle a régulièrement fait la navette vers Kamagasaki pour mener des travaux de terrain tout en aidant au centre de repas. Kamagasaki était un quartier animé, grouillant, intéressant. J'ai apprécié l'expérience d'aider et d'interviewer les autres bénévoles au centre de repas. J'ai décidé de m'inscrire en école supérieure après l'obtention de mon diplôme et de poursuivre mes recherches. Cependant, son expérience prit une mauvaise tournure. Alors qu'elle terminait son travail à Kamagasaki, Maruyama s'est retrouvée harcelée par l'un des sans-abri du quartier. Bien sûr, sa première réaction était simplement la peur pour sa sécurité. Puis elle a réalisé que les femmes sans-abri étaient confrontées quotidiennement à de tels dangers. Bien qu'elle ait remarqué quelques femmes au centre de repas, elle les voyait rarement dans la rue. Elle s'est alors demandé ce que c'était que de dormir dehors parmi tant d'hommes et elle a réalisé que la seule façon de le savoir était de leur demander elle-même. Les études sociologiques précédentes sur les sans-abri au Japon s'étaient exclusivement concentrées sur les hommes, comme si les femmes n'étaient même pas dans le tableau. Et en tant qu'étudiante en cycle supérieur, Maruyama a décidé de maintenir son focus sur les sites de travail journaliers et les campements de sans-abri, mais dans le contexte des problèmes de genre. Maruyama a ainsi commencé son projet de recherche en 2002, partageant son temps entre Tokyo, où elle travaillait dans un centre de bien-être à Sanya, et Osaka, où elle s'engageait à nouveau dans le bénévolat pour les sans-abri. Pendant un peu plus d'une année, il m'était impossible d'interviewer les femmes autour de moi car je me sentais coupable de les utiliser comme outil dans ma recherche. Cependant, lorsqu'elle a finalement eu le courage de s'asseoir avec une femme sans-abri et d'expliquer ce qu'elle voulait faire, la femme a accepté de coopérer. Encouragée, Maruyama a progressivement contacté d'autres personnes et élargi son échantillon au fil du temps. Maruyama a également mené des travaux de terrain dans une ville de tentes bleues pour les sans-abri, dans un parc public à Tokyo. À l'époque, environ 250 personnes y vivaient, se souvient-elle. Environ une douzaine d'entre elles étaient des femmes. Maruyama a pu se connecter avec 4 des femmes vivant sur le site. Elle a établi un rapport spécial avec Tamako, une femme mariée de 56 ans atteinte d'un léger handicap intellectuel, la plus jeune femme de la ville de Tente. Tamako campait avec son mari depuis plus d'1 an et demi. Elle lui dit ainsi que le harcèlement et la violence sont une menace constante pour les sans-abri, et lorsque quelques femmes dorment parmi un grand nombre d'hommes, elles sont particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel et aux agressions. Une stratégie pour rester en sécurité consiste à rechercher la protection d'un homme de confiance. Certaines femmes sans-abri que Maruyama connaissait allaient de leur côté pendant la journée, mais campaient à côté d'un partenaire masculin particulier chaque nuit. Entre 2002 et 2008, Maruyama a interviewé longuement 33 femmes sans abri. Leur âge moyen était de 59 ans et la majorité avait été mariée à un moment donné. Pour certaines, l'événement déclencheur était le chômage, celui de leur mari ou le leur si elles étaient célibataires. D'autres avaient fui la violence domestique. La plupart avaient occupé des emplois mal rémunérés allant du nettoyage et de la collecte des ordures à des travaux dans la vie nocturne. Beaucoup alternaient entre dormir à la dure et se réfugier dans des abris pour femmes ou chez des connaissances. Le gouvernement japonais définit les sans-abri, les homeless, de manière assez étroite comme des personnes qui utilisent régulièrement les parcs publics, des berges de rivières, des rues, des gares ou des sites similaires comme lieu de résidence. En appliquant cette définition, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a réalisé son premier recensement national des sans-abri en 2003 et a compté un total de 25 296 personnes. Parmi eux, seulement 3% étaient des femmes. Depuis ce premier recensement, les chiffres globaux ont considérablement diminué. Entre 2003 et 2012, le décompte officiel a chuté de 60% à 9 576. Le dernier recensement national du MHLW, réalisé en pleine pandémie de Covid, a trouvé 3 824 personnes sans abri non abrités en janvier 2021. Parmi elles, 97, soit 5,2%, étaient des femmes. Maruyama insiste sur le fait que ces chiffres sous-estiment gravement le problème. Pour commencer, la définition du gouvernement exclut les femmes qui se réfugient dans des abris gérés publiquement ou de manière privée, comme les net cafés dont nous avons parlé il y a déjà 2 semaines, et je vous invite à regarder cette vidéo.
De plus, elle pense que les femmes sans-abri sont sous-comptées parce qu'elles sont plus souvent cachées des yeux de la société. Les personnes qui font du bénévolat dans les soupes populaires me disent qu'elles ont vu beaucoup plus de femmes dans les files d'attente pour la nourriture dernièrement. Si vous incluez toutes les femmes qui se réfugient dans des cybercafés et des fast-foods, je suis sûr que le nombre est bien plus élevé. Malgré cela, même pendant la pandémie, le sans-abrisme est incontestablement en baisse par rapport à son pic à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les politiques publiques d'aide aux sans-abri en sont une raison importante. En 2002, le Japon a adopté sa première législation à cet effet, officiellement connue sous le nom de Loi sur les mesures spéciales concernant l'assistance à l'autosupport des sans-abri, nom un peu complexe. La loi exigeait la fourniture d'abris, de formation professionnelle et d'une assistance à la recherche d'emploi pour les sans-abri. Initialement prévue pour expirer après 10 ans, la loi a été renouvelée pour 5 années supplémentaires en 2021 et prolongée de 10 années supplémentaires en 2017. De plus, en 2015, la Diète a adopté la loi pour soutenir les nécessiteux, qui comprend un soutien renforcé pour les personnes en danger de devenir sans-abri. Il est également devenu plus facile pour les personnes en âge de travailler de recevoir une assistance sociale sous forme de protection de la subsistance. Quand j'ai commencé mes recherches, les gens étaient refoulés au bureau de l'aide sociale parce qu'ils n'avaient pas d'adresse fixe, se souvient Maruyama. De nos jours, l'attitude envers l'assistance publique est quelque peu plus éclairée, plus de gens peuvent l'obtenir avant de se retrouver dans la rue, et les personnes qui se retrouvent temporairement sans domicile ont plus d'options pour échapper à ce mode de vie. Mais pour ceux qui restent, la vie dans la rue devient plus dure chaque année. L'une des raisons en est qu'ils vieillissent. Une autre est que les autorités sont devenues moins tolérantes envers les campements. Il devient très difficile de planter des tentes dans un parc public ou le long d'une berge. Donc un plus grand pourcentage de sans-abri dorment à la dure, ce qui est bien plus difficile. J'ai vécu dans une tente pendant une semaine pour expérimenter et j'ai vraiment apprécié les avantages d'avoir un endroit où s'abriter, mettre ses affaires et même cuisiner un repas simple. Dans les grandes villes de tentes, les organisations à but non lucratif fournissaient aux gens des fournitures de base, mais ce type d'arrangement n'est plus une option. En l'absence de tentes et d'abris de fortune, les femmes sans-abri se sont tournées vers les gares et les stations de métro qui offrent un minimum de sécurité ainsi qu'un abri contre les éléments. Mais le prix de quelques heures d'abri est une existence nomade épuisante puisque les vagabondes ne sont jamais tolérées longtemps. Une nouvelle approche est nécessaire pour soutenir ces personnes qui ont été abandonnées au bord de la route, déclare Maruyama. Bien que le sans-abrisme ait diminué au Japon, la pauvreté est un problème plus présent que jamais, en particulier pour les femmes. L'un des plus grands changements que j'ai vus au cours des 10 années depuis que j'ai terminé mon enquête est que la pauvreté parmi les femmes est apparue comme un problème public majeur, avec un accent sur les mères célibataires, les femmes âgées vivant seules et les jeunes femmes qui sont poussées dans l'industrie du sexe. Un problème moins visible est la pauvreté intraménage. La distribution inégale ou injuste des ressources financières au sein du ménage peut sembler paradoxale au Japon, où les femmes contrôlent traditionnellement les finances de la famille. Cependant, parce que le revenu est mesuré sur une base familiale, avec le mari en tant que chef de famille par défaut, cette pauvreté a tendance à passer inaperçue. Les enquêtes montrent que les femmes sont responsables de la gestion des finances familiales dans environ 70% des familles japonaises, une fréquence bien plus élevée qu'en Europe. Mais les études ont également montré que les gens ont tendance à dépenser moins pour eux-mêmes lorsqu'ils sont responsables de la gestion du budget familial. De plus, au Japon, les femmes mariées gagnent généralement bien moins que ce dont elles ont besoin pour vivre, s'appuyant sur des emplois à temps partiel et temporaire peu rémunérés pour obtenir de l'argent rapidement. C'est pourquoi elles ont tendance à rester avec leur mari, même lorsqu'elles sont victimes de violences domestiques. Lorsqu'elles partent, elles tombent immédiatement dans la pauvreté. Par conséquent, la pauvreté des femmes comme le sans-abrisme des femmes est souvent cachée. Maruyama pense que de meilleurs indicateurs sont nécessaires pour évaluer l'accès libre de chaque membre de la famille aux revenus du ménage afin d'évaluer plus précisément et de répondre aux problèmes de la pauvreté parmi les femmes. Et alors que la pandémie continue d'avoir un impact sur nos vies et que de plus en plus de femmes se retrouvent chroniquement au chômage, la nécessité de mettre à jour le filet de sécurité sociale du Japon devient urgente, annonce Maruyama. Le filet de sécurité sociale est largement divisé entre l'assurance sociale, qui comprend l'assurance maladie, l'assurance chômage et pension des retraites, et l'assistance publique pour les personnes handicapées et nécessiteuses. L'assurance sociale repose fortement sur les contributions des employeurs et est fortement biaisée en faveur des employés permanents et de leurs conjoints. Donc clairement, tous les gens avec des temps partiels, ça ne passe pas. Les femmes ont tendance à travailler dans des emplois non réguliers et de plus en plus d'entre elles sont célibataires. Pour ces femmes, l'assistance publique est souvent le seul recours. Mais le problème étant que les gens résistent à demander la protection du moyen de subsistance car il y a encore une grande honte au fait de l'utiliser. Il existe néanmoins d'autres formes d'assistance publique disponibles pour les femmes. Cependant, Maruyama a constaté que les gens sont rarement capables d'accéder à la combinaison optimale d'avantages de ce patchwork de programmes. De plus, le programme de protection des femmes du gouvernement, qui offre principalement un soutien aux victimes de trafic et de violences domestiques, est basé sur la loi de 1956 sur la prévention de la prostitution. Il a été vivement critiqué pour son insensibilité aux questions de droits humains et à la diversité croissante des femmes et de leurs besoins. Un groupe transpartisan de membres de la Diète fait actuellement campagne pour un nouveau cadre juridique plus large pour aider les femmes dans le besoin. Mais Maruyama soutient qu'un effort de réforme plus complet est nécessaire pour renforcer la coopération publique-privée et coordonner les différents composants du filet de sécurité sociale si les femmes doivent accéder aux avantages dont elles ont besoin. La pauvreté et le sans-abrisme parmi les femmes vont s'aggraver dans les jours à venir. À court terme, la chose la plus importante que nous puissions faire est de fournir la protection du moyen de subsistance aux femmes qui en ont besoin.
Un système de subvention au loyer pour les personnes à faible revenu devrait également être à l'ordre du jour, dit-elle. De plus, Maruyama souhaite sensibiliser davantage le public à la pauvreté des femmes pour englober les femmes mariées qui manquent de ressources pour échapper à leur situation. Leur pauvreté invisible et la pauvreté visible des femmes célibataires font partie intégrante du même problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux sur certains problèmes cachés du Japon. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour plus de contenu sur le Japon. Mes précédentes vidéos sur les réfugiés des netcafés et l'incident du taxi d'Hiroshima sont toujours en ligne, donc allez les voir et à la semaine prochaine.